Je vais vous parler d'un thème bien réjouissant, donc le temps partiel. Donc vous le savez tous, la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 est venue réformer en profondeur le temps de travail à temps partiel plus particulièrement. Alors en instaurant une durée minimale pour les salariés à temps partiel de 24 heures par semaine, en majorant les heures complémentaires dès la première heure avec un minimum à 10%, et en instaurant les avenants de complément d'heure, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors cette loi a un impact fort sur le secteur puisque, donc, pour rappel, près d'un quart des salariés du secteur sanitaire, social et médico-social sont à temps partiel. Voilà, donc ça ce sont des éléments qui ressortent de l'enquête emploi Unifaf. Heureusement, bien heureusement, la loi a permis de déroger à la durée minimale par accord de branche. Et donc, il y a un accord de branche qui a été signé le 22 novembre 2013, en tout cas au niveau de la BAS. Donc, je vais juste faire une petite parenthèse sur cet accord de branche pour vous indiquer que sur les 350 branches qui sont actives aujourd'hui, 45 accords sur le temps partiel ont été signés à ce jour. Et l'accord de la BAS était l'un des premiers accords de branche qui a été signé. Voilà, donc ça c'est un élément quand même intéressant puisque ça montre que la branche s'est saisie de cet enjeu qui était quand même un enjeu important et s'en est saisie rapidement. Alors, on va ensuite faire un focus sur la durée minimale, puisque c'est quand même la disposition la plus importante sur cette loi. Donc, pour rappel, donc, on est sur un minimum de 24 heures légales, ce qui correspond à 0,69 ETP. Donc, c'est un minimum par semaine. Il y a bien sûr l'équivalent sur le mois ou sur l'année. Il y a des dérogations donc, qui ont été prévues par l'accord de branche. Des dérogations en fonction du poste occupé, donc 2 heures pour les fonctions médicales, donc médecin généraliste, médecin psychiatre, psychologue, kiné, psychomotricien, enfin ça vous avez la liste dans l'accord de branche, 7 heures ou 17h30 pour les pharmaciens, donc en fonction de l'établissement dans lequel intervient le pharmacien, et 14 heures, soit 0,4 TP, pour les postes dont les exigences justifient ce temps partiel. Alors, je vais juste revenir un peu plus en détail sur ces exigences du poste, puisque c'est quand même une formulation qui est très large. Alors, le Cineas, qui donc est l'un des signataires de cet accord de branche, donne quelques précisions sur ces exigences. Alors, on peut être sur un besoin de l'établissement qui est limité. Alors, ça peut être un ratio d'encadrement un ratio d'encadrement éducatif qui prévoit 3,5 ETP. Donc, on a 3 salariés à temps plein et un salarié à mi-temps. Donc, ça, on peut considérer qu'on est sur un besoin de l'établissement qui est limité. On peut aussi considérer, je ne sais pas, qu'une assistante sociale, on a un besoin sur le service d'un mi-temps uniquement et pas davantage. Alors l'autre exigence du poste, c'est la contrainte financière. Alors là, c'est plus spécifiquement les effectifs qui nous sont accordés par le financeur, qui ne vont pas au-delà des 24 heures. Donc là, on est sur un seuil minimum qui peut être de 14 heures. Voilà. Donc on peut penser, je ne sais pas moi, un poste administratif qui est accordé à mi-temps et pas davantage. Alors, il y a aussi donc une dérogation qui est possible sur demande du salarié pour des raisons personnelles, donc des raisons familiales, des raisons de santé par exemple, ou pour des raisons professionnelles, soit parce que le salarié a un autre emploi, soit qu'il veut participer à une formation, où on a aussi les cumuls emploi-retraite, où les salariés ont en général des temps assez limités. Alors, il y aurait un projet de loi, enfin j'ai entendu parler d'un projet de loi qui sécuriserait un petit peu cette question de la dérogation, puisque la question qu'on peut se poser, c'est un salarié qui arrive et qui demande une dérogation, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il peut revenir sur ce souhait? Le projet de loi permettrait de sécuriser ça, puisque si le salarié demande cette dérogation, il ne pourrait pas revenir sur cette demande sans l'accord de l'employeur. Voilà. La seule obligation de l'employeur serait de proposer un poste avec un temps de travail supplémentaire s'il est disponible. Voilà. Donc pour le moment, on n'a pas plus d'informations, mais c'est un élément qui viendrait sécuriser cette question de la dérogation.
Et il y a bien sûr donc d'autres dérogations possibles, les contrats aidés, les CDD de remplacement dont le temps de travail suit le temps de travail du salarié remplacé, les mi-temps thérapeutiques, les congés parentaux et, voilà, et d'autres cas. Alors, comment appliquer cette durée minimale? Donc, la première étape, c'est de réaliser un état des lieux. Donc, c'est d'identifier les seuils à appliquer pour chaque poste à temps partiel, 2 heures, 14 heures, 24 heures, etc. Alors, peut-être quand même une importance sur il faudrait quand même vous assurer que vous avez motivé, que vous êtes en mesure de motiver ces exigences du poste. C'est-à-dire pour les besoins de l'établissement limité, si on constate que il y a sur une catégorie professionnelle ou sur un poste en particulier des heures supplémentaires ou des heures complémentaires régulières, le besoin de l'établissement limité pourrait être difficile à justifier auprès de salariés qui demanderaient un temps de travail supplémentaire. Sur les contraintes financières, là aussi, assurez-vous d'avoir demandé une augmentation du temps de travail aux financeurs et que voilà, la réponse soit explicitement négative ou non. Ça, c'est vrai que c'est une grande question et une grande interrogation sur les années qui vont arriver. Alors ensuite, bien sûr, c'est d'analyser les écarts avec les salariés en poste. Alors on se rend compte quand même, c'est vrai que dans la commission des DRH, on se demandait, quand la loi a été promulguée, comment est-ce qu'on allait appliquer ce minimum. Alors heureusement, l'accord de branche a permis quand même de répondre à la plupart des cas. On retrouve encore quand même certains cas qui vont poser question. Les postes pour lesquels le temps partiel ne se justifie pas, la justification dont on a parlé tout à l'heure par rapport aux besoins de l'établissement ou aux contraintes financières. Alors on a par exemple des temps partiels qui ont été décidés comme tels pour des raisons organisationnelles. On peut considérer que c'est parfois plus simple d'avoir pour deux ETP, d'avoir 3 personnes à temps partiel, notamment pour les remplacements en cas de congé, etc. On a aussi, moi j'ai le cas d'une petite association qui avait comme principe de ne recruter que des salariés à mi-temps, qui avait sur 3 ETP éducatifs, à recruter 6 salariés. Parce que ça permet d'avoir une équipe éducative plus importante, parce que ça permet d'avoir des regards différents et aussi finalement d'aller un peu à l'extérieur et de ne pas accompagner toujours le même public. Donc ça, c'est vrai que c'est des choix qui ne pourront pas forcément être mis en œuvre, sauf acceptation du salarié. L'autre cas qui posera aussi difficulté, c'est le temps partiel est justifié, mais on est sur un temps partiel qui est inférieur à 14 heures. Donc là, on a l'exemple des agents de maintenance ou parfois sur des établissements, sur des services limités. Le budget est accordé ou le besoin est estimé à 1 jour par semaine, donc c'est-à-dire 7 heures et non 14 heures. Donc là, on se retrouve quand même avec des difficultés pour atteindre ce seuil. Donc pour se mettre en conformité, la première chose, c'est de demander aux salariés en poste qui n'atteint pas le seuil et qui ne souhaite pas augmenter son temps de travail, c'est de lui demander un écrit où il confirme cette demande de dérogation. Donc il y a une proposition, je crois, de modèle dans le kit qui vous est remis. C'est aussi de ne recruter que des salariés qui sont déjà en poste, alors avec bien sûr toutes les précautions à avoir, mais c'est vrai que c'est une des possibilités qui permet d'avoir la dérogation. C'est aussi bien sûr d'augmenter le temps de travail, alors soit via la mutualisation, donc j'y reviendrai un petit peu plus tard, soit bien sûr via une demande de financement complémentaire avec le risque de refus. Et c'est aussi et là c'est sûrement un des effets pervers de la loi, c'est d'externaliser la prestation, puisque là quand on n'est pas, et notamment peut-être la maintenance, les services généraux et l'entretien des locaux, quand on n'est pas dans la possibilité d'offrir un temps de travail à 14 heures, finalement, on externalisera peut-être. Alors, sur la durée minimale, j'en ai terminé. Juste, n'oubliez pas de remplir vos obligations vis-à-vis des IRP. Il y a quelques informations supplémentaires dans le kit.
Alors, finalement, au-delà de cette obligation légale et conventionnelle, cette loi est quand même une opportunité pour se pencher davantage sur les conditions de travail et le travail des salariés à temps partiel. Alors, ça permet notamment de mieux connaître ces salariés à temps partiel, d'identifier les salariés notamment qui souhaitent augmenter leur temps de travail et de constituer un vivier de salariés. Et ça, c'est notamment valable dans les associations multi-établissements. C'est vrai que finalement, les informations ne circulent peut-être pas suffisamment. Alors, le moyen pour identifier ces salariés, ça peut notamment être l'entretien professionnel, et ça, on y reviendra, Blandine y reviendra un petit peu plus tard. Et c'est aussi d'identifier les indicateurs RH qui sont pertinents. Finalement, ça nous a amené à nous poser la question par exemple, du taux de formation des salariés à temps partiel. Est-ce que les salariés à temps partiel sont autant formés que les salariés à temps plein? C'est une vraie question, et on reviendra aussi sur la question des indicateurs tout à l'heure. Alors, c'est aussi l'opportunité, bien sûr, d'augmenter le temps de travail. Alors, bien sûr, il y a l'augmentation obligatoire, mais il y a aussi permettre aux salariés d'augmenter durablement leur temps de travail, alors notamment par la mutualisation. Donc la mutualisation, ça a un vrai intérêt. Donc dans des associations, pour le coup, multi-établissements, c'est bien sûr un employeur unique. Ce sont des salariés qui connaissent le public et pour lesquels on connaît les compétences et on connaît aussi les axes de progrès. Ça permet aussi un échange de pratiques et c'est également des délais de recrutement qui sont limités. Donc je pense que là aussi, il faut qu'on se saisisse de cette opportunité-là. Alors bien sûr, il y a des difficultés dans cette mutualisation, un rattachement hiérarchique double, avec donc une nécessité de bien communiquer, et des vraies questions s'il y a des difficultés dans un établissement et pas dans un autre. C'est aussi un planning à organiser et à harmoniser, surtout. Voilà, donc la possibilité aussi, c'est bien sûr la mobilité, et là ça nécessite de communiquer sur les postes à pourvoir dans l'association. Alors, il y a aussi la possibilité d'augmenter temporairement le temps de travail, alors par les avenants de complément d'heures. Donc ça, c'est un vrai intérêt de cette loi du 14 juin 2013, c'est de sécuriser une pratique qui était déjà répandue dans les associations, finalement d'augmenter le temps de travail des salariés avec donc sans application des heures complémentaires, sans majoration des heures, mais il y avait quand même un risque que le salarié, à la fin de cette augmentation, enfin de cette période, ne souhaite pas revenir à son temps de travail initial. Donc là, on a un avenant qui sécurise et qui prévoit une date de début et une date de fin. Bon, je suis encore dans les temps. 2 minutes, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Alors, c'est aussi donc finalement cette loi l'occasion de veiller aux conditions de travail des salariés. Donc, notamment en regroupant les interventions par journée ou par demi-journée. Donc c'est une obligation pour les salariés qui sont sous le seuil de 24 heures, mais je pense qu'on peut aussi se poser la question, bien sûr, sur l'ensemble des salariés à temps partiel. Et là, on a quand même un intérêt à regrouper ces interventions. C'est s'assurer aussi de leur accès à la formation. Alors on l'a dit tout à l'heure avec l'indicateur formation. C'est finalement, les salariés à temps partiel sont statistiquement les salariés qui sont le moins formés. Alors même si bien sûr dans notre secteur on met de côté les psychologues, les médecins, enfin toutes les fonctions médicales et paramédicales qui ont un niveau de formation important. Mais voilà, c'est des salariés qui, parce que planning qui n'est pas à temps plein, parce que accès à l'information peut-être qui est parfois moindre, voilà, ils n'ont peut-être pas toujours accès à la formation. Donc ça, c'est important de s'en assurer et de leur permettre d'y participer. Et c'est aussi voilà, l'occasion de s'assurer de leur participation à la vie de l'établissement et de l'association plus largement. Est-ce qu'ils participent aux réunions? Est-ce que leur planning est adapté à la participation aux réunions importantes? Est-ce qu'ils ont accès à la formation? Est-ce qu'il y a des comptes rendus qui sont faits pour les réunions qui leur permettent d'accéder à l'ensemble des informations? Voilà, donc pour conclure, et là je vais porter la voix de la commission des DRH, donc c'est bien sûr, et on l'a tous constaté, une loi qui est contraignante dans un environnement qui est déjà complexe, mais l'accord de branche a quand même permis une adaptation à nos spécificités, et c'est aussi voilà, l'opportunité de se pencher sur les conditions de travail des salariés à temps partiel, de les améliorer par la même occasion, et de fidéliser donc ces salariés. Voilà, je vous remercie.